Elle m'a dit, écoute Daniel, il faut que tu arrêtes ton boulot de chef de service et ton boulot c'est d'écouter les gens. Bien évidemment que les mots sont importants, bien évidemment que les mots disent quelque chose ou masquent quelque chose. En espérant que ça puisse avoir de l'écho et que des gens inventent quelque chose à partir de ce que j'ai pu raconter. Audioportrait de Daniel Olivier, psychanalyste. Animé par Christophe Yvetot. Prise de son, mixage, Aurélien Olivier. Audioportrait, un portrait audio. Bonjour à tous. Depuis le Covid et les séquences de confinement qui ont donné des maux de tête à tant de gens, de tous âges et de tous milieux, les psys n'ont jamais sans doute été autant sollicités. Pour autant, ce diminutif commun de psy, de plus en plus commun même dans cette période si trouble et troublée, n'en cache pas moins une grande diversité de praticiens. Parmi ceux-ci, il est une catégorie qui n'a pas fini d'intriguer. Nous voulons parler des psychanalystes. Ceux qui allongent leur patients sur le divan depuis qu'à la fin du 19e siècle, Sigmund Freud découvrait l'inconscient, avant quelques années plus tard donc de fonder la psychanalyse. Traquant cet obscur objet du désir qui mène chacun par son bout de névrosé, si j'ose dire, la psychanalyse reste pour beaucoup un mystère, voire une bizarrerie régulièrement raillée à grands coups de clichés et de caricatures paillardes, mais aussi de plus en plus maltraitée, je crois qu'on peut le dire, par des institutions qui supportent toujours très mal ce qu'elles ne peuvent contrôler. Ces espaces de liberté et de créativité qui disent le possible hors des cases éprouvées. Et ce n'est d'ailleurs pas le moindre des paradoxes qu'elle soit aussi critiquée à l'heure où elle n'a jamais autant compté de patients qui s'en remettent à elle pour aller mieux, voire dans certains cas de souffrance extrême pour ne pas en finir et pouvoir simplement continuer de vivre. Mais si d'aucuns l'accablent de bien des mots, la considérant comme une pratique plus que douteuse, il en est d'autres pour dire avec une éternelle gratitude qu'elle leur a sauvé la vie. Salutaire ou douteuse, la psychanalyse est à tout le moins une pratique singulière, comme tout ce qui touche à la souffrance psychique, que chacun peut un jour ou l'autre ressentir, d'autant plus durement qu'en manquent les mots pour la dire. Au moins pour cette raison, la psychanalyse mérite en tout cas qu'on s'y intéresse de plus près, au-delà des préjugés et des lacancans. C'est ce que nous nous proposons de faire à travers ce podcast de 5 épisodes, en partant à la rencontre d'un de ces êtres forcément étranges, puisqu'à cette pratique étrange, il a dédié sa vie. Depuis plus de 30 ans, en effet, Daniel Olivier est psychanalyste à Caen. Un psychanalyste aussi expérimenté que reconnu, sollicité régulièrement en France ou à l'international pour intervenir dans des colloques consacrés aux innombrables thèmes et questions qui poussent et fleurissent dans le champ analytique. Et c'est donc avec lui que nous allons donc tenter d'arpenter et plus encore de débroussailler différents chemins qui serpentent à travers ce champ. Et aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous, c'est d'abord le chemin qu'il a mené jusqu'à devenir psychanalyste, que nous allons arpenter en suivant sa voie. Daniel Olivier, bonjour. Bonjour. Nous allons donc faire un bout de chemin à tes côtés avec ces 5 rendez-vous, ces 5 séances, si j'ose dire, qui nous permettront, je l'espère, d'en savoir un peu plus à travers ton parcours, ton expérience, sur cette pratique de la psychanalyse qui est ton quotidien depuis maintenant des dizaines d'années. De fait, notre propos ne visera pas à t'inviter à théoriser sur des concepts psychanalytiques, mais bien plus à solliciter ton regard singulier, les enseignements que tu as pu retirer, les convictions que tu as pu forger au cours de ce long voyage en analyse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, consacré justement à ce parcours qui t'a conduit à ouvrir un cabinet de psychanalyste à Caen en 1994, on va te poser une première question en forme de clin d'œil à cette introduction de notre échange où, forçant volontairement le trait, j'ai présenté les psychanalystes comme des êtres quelque peu étranges. Alors Daniel, est-ce que de fait, tu te sens comme un être étrange ? Eh bien, avant de répondre à cette question, je voulais d'abord vous remercier parce que je trouve que c'est un projet courageux, audacieux. Je ne sais pas comment on va le mener les uns avec les autres. J'y ai répondu parce qu'il est question de rencontre, il est question d'échange, et il n'est pas question de discourir sur un mode magistral. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas rendu service à la psychanalyse de prendre la question comme ça. Donc, tout à fait ravi d'échanger avec vous sur ces questions-là, qui, je sais, vous intéressent également. Alors, étrange, c'est un mot que j'aime bien parce que étrange, c'est pratiquement
pratiquement un synonyme de singulier. Et en fin de compte, ce qui est au cœur, d'ailleurs tu l'as noté dans ton introduction, ce qui est au cœur de ce qui travaille la psychanalyse, c'est le singulier, c'est le sujet. C'est même l'éthique du sujet, l'éthique de la psychanalyse. Bah, je me sens étrange, et donc, puisque je suis singulier, et je suis donc ravi qu'on puisse partager nos étrangetés tous les trois, sachant que de ce que je sais, c'est une étrangeté qui n'est pas inquiétante. Donc, je suis ravi de la partager avec vous. On a donc décidé de consacrer ce premier épisode à la question de comment on devient analyste. Mais y réfléchir, c'est pas forcément la bonne question. En fait, j'ai plutôt envie de te demander non pas comment, mais pourquoi, il y a 30 ans maintenant, tu es devenu analyste. Eh bien, si j'essaie d'être analyste en te répondant, et donc en prenant en considération ce qu'il en est de l'inconscient, qui est quand même le cœur de notre travail, je devrais accepter l'idée que j'en sais rien, puisque ça m'échappe. Bon. Alors, ce qu'on peut essayer de déterminer, c'est par des petits bouts, à la périphérie, ce qui nous a amené. Bon. Ma première réponse, ça serait c'est forcément une longue histoire. C'est forcément une longue histoire, et en quelque sorte, il y a à faire une préhistoire de cette décision. Alors, comme vous le savez, l'un et l'autre, pour être psychanalyste, une des bases, on y reviendra dans d'autres échanges, mais il faut avoir fait une psychanalyse. Bon, alors évidemment, si on reprend par antécédence, on s'aperçoit que si on a fait une analyse, on peut se demander pourquoi on a fait une analyse. Et je pense, je ne suis pas le seul évidemment, mais je pense que l'analyse est entreprise ou est rencontrée qu'à partir de la souffrance. Et donc, sans rentrer plus dans les détails pour l'instant, mais en fin de compte, je crois que quand on est dans une certaine souffrance ou un empêchement de vivre, ce qu'on pourrait appeler un sujet barré en quelque sorte, on essaie certainement plusieurs choses. Moi, je peux parler de moi, et je ne parlerai que de moi parce que je ne voudrais pas prendre en otage l'itinéraire des autres, même si évidemment ça a été précieux pour moi de connaître l'itinéraire de quelques-uns, des proches et des moins proches, ou dans mes lectures. Mais de fait, je pense que après avoir recouru à un certain nombre de procédés ou de protocoles pour aller mieux, à un moment, on sent, on nous conseille, on ressent que c'est de ce côté-là que ça va se jouer, du côté de la psychanalyse, sur laquelle on reviendra, parce que, évidemment, c'est le paradoxe, c'est que quand on entreprend une psychanalyse, on ne sait pas du tout ce qu'on entreprend. Et par contre, pour répondre plus précisément à ta question, je dirais, mais là on va trop vite accélérer, mais c'est pas grave, c'est que c'est au cours de cette psychanalyse que peut-être s'est posée pour moi la question de devenir analyste, mais je pense que cette question-là, elle m'est pas seulement, elle me revient pas seulement. Je pense qu'il y a eu des interlocutions qui m'ont aussi guidé sur ce choix-là. C'est-à-dire que je me suis pas tout seul et isolément posé cette question de devenir analyste, mais j'ai eu des interlocutions qui m'ont peut-être indiqué le chemin. Et c'est la croisée entre cette intuition et ces remarques extérieures qui m'ont amené à prendre cette place-là, qui est une place très particulière. On y reviendra, puisque c'est comment on s'autorise à prendre cette place-là. Je pense que c'est un sujet à part entière. Et donc, voilà, c'est plusieurs bifurcations, le fait de devenir analyste, il me semble, pour moi. Parce qu'évidemment, on ne commence pas sa vie en devenant analyste, sa vie professionnelle. Il s'est passé bien des choses avant. On y reviendra, je pense, sur ce parcours de l'avant, mais tu es en train de nous dire que c'est pendant ta psychanalyse qu'a pu germer cette idée-là. Pour autant, est-ce que ça, c'est le conscient qui parle? Est-ce que cette idée-là, on peut imaginer qu'elle était là avant même de rentrer en psychanalyse? Ta remarque est importante parce que on va sans arrêt chevaucher le conscient et l'inconscient, bien sûr, et puis on va surtout chevaucher sans arrêt l'actualité d'une pensée et l'après-coup. C'est-à-dire qu'on peut consciemment se dire qu'à un moment, on a fait telle ou telle rencontre ou tel travail et qu'il nous vient l'idée de prendre cette place-là. Par exemple, la place de psychanalyste. Mais si on chevauche ce désir-là et par exemple son travail analytique, peut-être qu'on découvre, je vais parler pour moi, peut-être que j'ai découvert que cette question-là était nichée d'une certaine façon beaucoup plus tôt, alors sous une forme que je n'arrivais pas à élaborer, que je n'arrivais même pas à énoncer, mais qui avait déjà à voir avec cette position assez étrange que de se mettre en situation d'écouter les autres
de se mettre en situation, je dirais, de porosité par rapport à ce qu'on peut entendre, par rapport à ce qu'on peut ressentir de ce qui se passe pour les autres. Et de fait, c'est une question qu'on ne peut pas éluder entre la décision de devenir analyste et le projet qui s'est inconsciemment installé en nous, il est vraisemblable qu'il y a des écarts et que c'est sûrement beaucoup plus ancien, vraisemblablement beaucoup plus ancien dans l'histoire d'un sujet, enfin dans mon histoire à moi. Et tu aurais une idée à quoi ça remonte, à quand ça remonte, à quoi ou à quand ça remonte? Je pense que ça a certainement à voir avec la façon que je me suis positionné en tant qu'enfant dans une névrose familiale globale. Et comment, eu égard la place que j'occupais dans cette fratrie, comment j'ai été en situation peut-être de pas de côté pour entendre quelque chose de ce qui se disait, de ce qui se jouait, sans que je puisse bien évidemment en penser de façon très élaborée quelque chose, mais avec cette idée que il y avait quelque chose à entendre, il y avait quelque chose qui se disait pas, qu'on pouvait nous ressentir en tant qu'enfants. Et je pense que, voilà, sans vous encombrer avec mon intimité familiale, je pense que c'est quand même du côté de ce que moi je dirais ça, c'est sûrement du côté de la période de latence dont Dolto disait que c'est la latence qui est entre 7 et 12 ans. Cette période de latence est une latence active. Je pense qu'elle dit quelque chose. On pense que les enfants sont silencieux, on pense qu'ils sont au calme. Justement, ce calme et ce silence leur permet d'être perméables et poreux à des choses qui se passent autour d'eux. À ce moment-là, ils ne font que les ressentir, ils ne sont pas en situation de les analyser, ils ne sont pas en situation de les élaborer, mais ils sont déjà en train, je dirais, d'archiver quelque chose de leur histoire familiale. Et plus tard, ils en feront vraisemblablement quelque chose. Donc j'en ai fait, je crois, quelque chose à partir de cette histoire familiale et à partir, je crois, de très tôt dans ma vie. On fait une analyse pour se réparer d'une certaine manière. Est-ce que tu es devenu psychanalyste pour réparer quelque chose ? Alors, je ne pense pas qu'on fasse une analyse pour se réparer. Je pense qu'on fait une analyse parce que, comme je l'ai dit fugacement tout à l'heure, on fait une analyse parce qu'on est arrêté dans sa vie. On fait une analyse parce qu'on a perdu la main sur sa vie. On fait une analyse parce qu'il y a quelque chose qui est au bord de se forclore, si j'ose dire, qui est au bord de se refermer et de se verrouiller, et on sent profondément qu'on est empêché dans notre subjectivité et qu'on est surtout empêché dans notre créativité. Et on fait une analyse. Bon. Moi, j'ai fait une analyse. On m'a conseillé de faire une analyse parce que j'avais à peine 25 ans. Et j'ai eu la chance d'être conseillé dans cette direction-là par mon médecin généraliste, que je remercie à l'occasion. Et de fait, j'ai pu, dans ce travail de longue haleine, on en reparlera peut-être dans le détail, mais ça a été plusieurs années et plusieurs séances par semaine, faire un travail qui permet de déverrouiller, de lever ces empêchements, de lever ce sujet barré que j'étais. Alors après... Bon, je veux dire, parfois, je vais dire d'une façon très simple, on se dit que peut-être on peut faire partager ce que moi j'ai vécu comme étant une chose... Vous savez, quand on fait une analyse, c'est qu'on ne va pas très bien. Bon, et on a bien d'autres choses à faire que de faire une analyse pour des raisons que je viens d'évoquer rapidement. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Bon, donc... c'est quelque chose d'assez lourd. Et pourtant, une fois qu'on a fait une analyse, enfin, je dis à chaque fois on pour pas singulariser le propos, mais c'est une erreur. Et pourtant, j'ai très vite compris, à l'issue de cette analyse, que c'était la meilleure chose qui m'était arrivée de faire cette analyse. Donc, on peut penser que si j'ai pensé que pour moi, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée, c'était peut-être quelque chose que j'avais envie de partager, de faire partager, comme on partage des copains d'enfance, en quelque sorte, parce qu'on se dit, tiens, c'est une bonne rencontre, j'ai envie de la partager avec d'autres. Voilà, on peut se dire les choses de cette façon-là, mais sûrement pas pour réparer, pour qu'un sujet puisse se déployer, pour qu'un sujet aille au bout de son désir ou soit soutenu dans son désir, oui, certainement. Réparer, je ne sais pas. Je ne crois pas. Tu as dit que tout à l'heure que quand même, ça est venu pendant ton analyse. En fin d'analyse. En fin d'analyse. Est-ce qu'on peut essayer d'être plus précis ? Est-ce que tu te souviens ce qui a pu amener en fin d'analyse cette envie-là ? Est-ce que tu as
comme il n'y a rien de particulier, ou est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui t'est remonté, qui te remonte par rapport à ce moment de fin d'analyse où tu imagines que tu vas pouvoir faire ce métier, tu vas basculer de l'autre côté? Il y a immanquablement quelque chose du transfert avec son analyste, bien évidemment, hein, et de l'identification, au-delà du transfert, à son analyste, et se dire que, voilà, quand même, cette place à laquelle on l'a mise est une place quand même assez importante, pour pas dire charismatique d'une certaine façon, et on est peut-être un peu chatouillé du côté de prendre cette place-là, même si, je m'empresse de le dire, et je crois que je partage ça avec beaucoup, même si le fait même de s'autoriser à penser qu'on pourrait le devenir, ça prend quelques mois, pour pas dire quelques années, tellement on se sent pas du tout légitime pour prendre cette place-là. Elle nous paraît à la fois tout à fait excitante et à la fois tout à fait lointaine et tout à fait inaccessible. Et après, c'est un travail, je dirais, progressif d'apprivoisement, très progressif. Après, là, moi, je n'ai pas eu un analyste qui m'a, comme pour certains collègues, qui m'a engagé dans cette voie-là. Il m'a laissé me débrouiller avec cette affaire-là. Je crois qu'il l'a bien fait. Mais donc, pour moi, ça a été très, très long. Et ça a été d'ailleurs, et ça, je crois que ça fait partie de la formation de l'analyse dont on reparlera, mais j'ai pu vraiment engoncer un peu ce coin dans le cadre d'une deuxième analyse dont le sujet était vraiment ce désir-là, hein, où la question de la souffrance avait été évacuée, la question de la souffrance avait été, je dirais, transcendée. Mais je suis revenu voir cet analyste en lui disant: j'aimerais bien travailler ce désir-là, qu'est-ce qu'il veut dire, comment, est-ce qu'il tient pas, est-ce que c'est mon transfert qui n'est pas liquidé, est-ce que c'est une petite pointe de mégalomanie du matin, enfin bon, voilà. Et on a repassé quelques années à retravailler cette question-là pour vraiment affirmer quelque chose. C'était le même analyste? C'était le même analyste. J'ai fait ce choix-là. Et bon, et puis je vais le croiser avec une petite anecdote. Moi, j'étais à l'époque éducateur, puis chef de service, et je recevais les adolescentes d'un foyer éducatif assez régulièrement dans le cadre de ma fonction, et notamment dans le cadre de situations où elles avaient été un petit peu excessives, un peu effervescentes, et qu'il fallait donc leur parler, les sanctionner. Bon. Et donc, j'étais amené à être sollicité par les éducateurs pour écouter régulièrement ces adolescentes. Et je me suis rendu compte que les adolescentes venaient de plus en plus nombreuses et régulièrement dans mon bureau. Et j'ai compris assez rapidement, malgré tout, que, en fin de compte, s'arrangeaient pour pouvoir passer un moment d'échange, d'écoute. Bon. Et puis un jour, une jeune fille m'a dit très clairement, très naturellement pour elle, m'a dit: écoute Daniel, il faut que tu arrêtes ton boulot de chef de service, et ton boulot c'est d'écouter les gens, c'est pas d'être chef de service. Je me suis dit: tiens, après tout ça croise ce que je travaille, et ça a été un élément qui a été un peu déterminant, même s'il a un petit côté comme ça anecdotique. Je crois qu'il est un peu plus fort que ça. Par cet événement, au moins, que tu viens de raconter, cette petite histoire, cette anecdote, le fait que tu aies été éducateur a joué, au moins de ce point de vue-là, dans ta trajectoire et dans le fait d'être devenu analyste. Mais si on pousse un peu, est-ce que tu penses que tu serais devenu analyste quand même si tu avais fait un autre métier qui n'avait rien à voir avec l'éducation, avec la souffrance psychique, avec les problématiques des enfants, des adolescents? Imaginons que tu aies été commercial, est-ce que tu penses que tu serais devenu analyste? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question puisqu'on ne peut pas refaire l'histoire. Mais si on suit le fil de ma remarque précédente, si on pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué au moment de la latence, il est vraisemblable que j'allais avoir rendez-vous à nouveau dans ma vie avec cette question de l'écoute et de l'empathie. Enfin, on peut l'appeler de plusieurs façons. Bon. Et d'ailleurs, Freud l'a écrit il y a déjà quelque temps, n'est-ce pas? Il a écrit un bouquin sur ce qui s'appelle l'analyse laïque ou l'analyse profane, où il explique à quel point des gens qui sont ni médecins, ni psychologues, ni dans l'éducation, peuvent, parce qu'ils ont fait une analyse, parce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes, être amenés à un moment de prendre cette place-là. Donc, rien n'empêche un maçon ou un commercial, enfin, c'est pour ça que j'ai pris ce terme-là qui me plaît bien, qui est un peu à la mode, mais de bifurquer à un moment, hein, à partir de son analyse. Et la question à ce moment-là de sa profession, elle compte pas tellement, puisque c'est la question du sujet qui est en question. Et là, on ne peut pas réduire un sujet à sa profession.
Pour devenir analyste, en tout cas pour interroger ce désir de devenir analyste, tu as fait une deuxième tranche d'analyse. Est-ce que, donc tu as remis le couvert sur le divan, on va le dire comme ça. Si on pousse le trait un peu plus, est-ce que, d'une certaine manière, comme certains de tes confrères le disent, devenir analyste, c'est poursuivre sans fin sa propre analyse? Ou est-ce que c'est une phrase qui n'a pas d'écho en toi? Bon, s'ils le disent, ils ont sûrement de bonnes raisons de le dire. Moi, par rapport à l'écho dont tu parles, je dirais que intuitivement, je crois que l'analyse, ça s'arrête jamais. Elle prend des modalités différentes. Et il est évident que nos patients, dont Winnicott disait que c'est eux qui nous apprennent tout, et il avait tout à fait raison, il est évident que nos patients nous mettent au travail sans arrêt, sans cesse, et qu'il y a quelque chose du process analytique qui se poursuit. Mais je pense qu'il se poursuit avec nos enfants, il se poursuit avec nos amoureux ou nos amoureuses. Et je pense que quand on a fait un travail profond, intense, de longue haleine, je pense qu'on a enclenché et on a internalisé une modalité analysante, en quelque sorte, définitive. Alors, c'est très important de la relancer régulièrement. Freud nous a invités à refaire une tranche d'analyse tous les 5 ans. Je crois que ça s'est un peu perdu. Mais bon, on devrait peut-être les uns et les autres y réfléchir. Et je crois que y a vraisemblablement quelque chose de l'analyse qui se poursuit pour nous-mêmes. Est-ce que c'est notre objectif? Je ne crois pas. Est-ce que c'est un des effets? Sûrement. Et si on remonte un peu plus en arrière, au regard de ton vécu d'ancien patient venu consulter parce qu'il était en grande souffrance, bloqué dans sa vie, comment, à quel moment, selon toi, ce même patient va pouvoir se mettre à penser qu'il va lui-même pouvoir devenir analyste? Oui, mais je voulais quand même faire une précision très importante, dont on parle assez peu. Je crois que les gens vont très rarement voir un analyste. Les gens souffrent, en parlent autour d'eux, essayent plein de choses. Et puis, il y a un ami, un collègue, un médecin qui dit pas « va voir un analyste », il dit « va voir monsieur untel » ou madame untel, bien évidemment. C'est-à-dire que ces gens-là, moi, pour ma pratique personnelle, je me suis rendu compte que beaucoup de gens venaient sur mon nom, parce qu'on leur avait dit « va voir untel ». Et certains ne savaient même pas que j'étais psychanalyste. Il faut vraiment avoir ça en tête. Parce que la confusion qu'on pourrait introduire, c'est une confusion, vous allez voir, le mot est un peu étonnant, mais entre psychanalyste et la psychanalyse. Ce que je veux dire, c'est que quand eux viennent me voir, ils vont rencontrer un psychanalyste. Ils ne le savent pas, pour certains. Mais ils savent, ils ont confiance, transférentiellement, quelqu'un leur a dit, tu vas voir, il va se passer des choses, tu vas pouvoir travailler, et ça va vraisemblablement t'aider. Et moi, quand je reçois cette personne, je ne pense pas du tout à lui faire une cure analytique. Quand je rencontre cette personne, j'essaie d'écouter ce qu'il en est de sa souffrance, de ce qu'il en est de son histoire, et j'essaie de lui proposer, à partir d'échanges de ce qu'on appelle l'entretien préliminaire, j'essaie de lui proposer un dispositif qui va pouvoir l'aider à partir de là où elle en est, de sa souffrance, mais là aussi à partir de là où elle en est, de sa culture, de sa façon d'être au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est assurée, même si elle ne le sait pas, de rencontrer un psychanalyste, mais le psychanalyste que je suis va lui proposer soit quelques entretiens, soit une psychothérapie de soutien qui va durer plusieurs mois, soit, et c'est le plus rare, une cure analytique. Et ce qu'on s'aperçoit le plus souvent, d'ailleurs, c'est que un jour, on demandait, une question qui revient très souvent, la différence entre la psychothérapie et la psychanalyse. Moi, je dirais aujourd'hui que quand la psychothérapie est finie, on peut commencer la psychanalyse. Bon. Tout ça pour te dire que il y a vraiment à se décoller de le psychanalyste. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils viennent voir un psychanalyste. Et je vais même te dire une chose peut-être un peu étonnante, c'est que, et ça m'est arrivé récemment, par téléphone, on m'a laissé un message en me disant « je veux faire une psychanalyse ». Déjà, je me dis « drôle d'entame ». Parce que je dirais la question de la formalisation de sa demande évince la question de la souffrance, auquel je pense il est
immanquable de se référer. Donc, voilà, bon. Je crois que... Ah, non, je vais encore parler pour moi, excusez-moi. On devient analyste à l'issue de tout ce qu'on vient de se dire, son analyse personnelle, l'analyse de son désir. On devient analyste parce que ça devient une évidence. C'est pas une pensée. Pour moi, ça n'a pas été une pensée. Ça a été une évidence. Ça a été une évidence que c'était ma place. Et d'ailleurs, en démarrant, ça reste toujours compliqué un démarrage, hein, surtout quand on n'est pas du sérail. Moi, j'étais éducateur, bon, c'est quand même des casseroles quand on veut être psychanalyste. Eh bien, il y a une telle évidence que même si c'est long à démarrer, parce que c'est un travail à construire une patientèle, à construire une confiance, à construire un nom, mais j'ai jamais scié et jamais douté parce que je savais que c'était ma place. Et là, je reprends ma remarque initiale. Les éléments inconscients qui sont à l'œuvre pour faire en sorte que je puisse dire c'est ma place, ils m'échappent par définition. Mais par contre, je le sentais profondément que c'était ma place et que là, voilà, j'étais dans quelque chose d'harmonieux, dans quelque chose qui me correspondait complètement. Après, bien sûr, il faut travailler, bien sûr, il faut se former, bien sûr, on n'en a jamais fini de se former. Là, on va s'adresser à des étudiants pour leur parler de la psychanalyse. Moi, j'ai envie de dire, mais quand on devient psychanalyste, on devient étudiant pour sa vie. On n'arrêtera jamais de faire ce travail de recherche, de réflexion. Ça ne veut pas dire que la théorie est au-devant de tout. Je dirais même qu'elle est en après-coup. Hein, et que, en fin de compte, je ne sais pas si ça correspond à ta question, mais ça va être ma réponse. Moi, je suis analyste avec ce que je suis et pas avec ce que je sais. J'engage mon corps, j'engage mon histoire, j'engage mon infantile, j'engage mon énergie. Et dans ce travail-là, et c'est la théorie qui, dans un deuxième temps, m'aide à comprendre ce que j'ai fait, que je n'ai pas toujours compris pourquoi je l'avais fait. Mais j'ai fait confiance au transfert, j'ai fait confiance à la prise en compte de l'inconscient, j'ai fait confiance à la psychanalyse. Mais c'est la théorie qui me permet d'épingler, d'élaborer, de conceptualiser une attitude que j'ai eue. Et même s'il y a à apprendre, même s'il y a à comprendre, il y a d'abord le sentiment d'évidence que cette place-là, c'est la nôtre, c'est la mienne. C'est important, là, cette question d'évidence, elle a à voir avec quelque chose de la vérité. Quand on a préparé cette émission, tu as évoqué un autre moment de vérité qui s'est passé quand tu étais lycéen. Tu pourrais peut-être nous en dire quelque chose. Je me souviens que dans une classe, à un moment donné, un enseignant a interpellé sur la question du plaisir ou pas, enfin de suivre des études de sciences, si je me souviens bien. Peut nous en dire quelque chose? Parce que j'y vois, moi, un lien. Peut-être je me trompe, mais j'y vois un lien. Oui, tu fais référence à une anecdote sur mon orientation scolaire. Hein, c'est-à-dire, j'étais en classe de seconde scientifique, comme maintenant on dirait S, maintenant je ne sais même plus comment on dit. Et au bout d'un trimestre, il nous a demandé ce qu'on pensait de notre trimestre et de notre orientation. Bon. Et comme je te l'avais dit, moi, ma main s'est levée. C'est pas que j'ai décidé de lever la main, mais ma main s'est levée. Et je me suis vu lever la main, parce que en plus, c'était un professeur qui m'impressionnait beaucoup. Ma main s'est levée, donc évidemment, il m'a donné la parole et il m'a demandé quel était mon propos. Et je lui ai dit que non, justement, je venais de me rendre compte que par ce trimestre, que c'était pas du tout les sciences que je voulais faire, c'était la littérature. Du français, de la philosophie, et que j'allais demander ma réorientation à la fin de l'année. Et je me suis entendu dire quelque chose comme une décision évidente, mais qui vraisemblablement, c'est un drôle de mouvement, mais elle me venait autant de l'intérieur que de l'extérieur. Elle s'imposait à moi. Et c'est vrai qu'il y a peut-être ce rapport de... On ne doute pas d'une décision, tellement elle s'impose à nous et on ne fait que la lire, on ne fait que l'interpréter. Mais c'est comme si on n'avait pas composé le texte de la chose. On ne sait pas d'où il vient, ce texte. Il vient sûrement de nous, bien sûr. Mais par contre, on l'interprète tout d'un coup et on se dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et d'ailleurs, cette question est importante parce que souvent dans le travail avec les gens, ils ont souvent des questions sur comment faire ceci, comment faire cela, quelle décision prendre, familiale, conjugale, professionnelle. Et moi, je leur dis souvent, écoutez, on va travailler, vous allez travailler, parce que vous le savez bien, on y reviendra, mais c'est eux qui travaillent. Vous savez, les psychanalystes, c'est un métier de paresseux, c'est les gens qui travaillent, parce qu'on va pas savoir pour eux.
On a juste compris qu'il y a des choses qui leur échappaient, mais parce que justement, ils ne savaient pas qu'ils les savaient. Donc, on les aide à les épingler. Mais je leur dis souvent, on va travailler, vous allez travailler et on va produire une évidence. Et un matin, je prends souvent cette expression, un peu ancienne, je leur dis, un matin, vous allez vous lever, vous allez vous dire, c'est ça que je dois faire. Eh bien, on va travailler à ça. Par contre, ne me demandez pas qu'on décide ça, qu'on aille vers ça, je ne sais pas. Moi, je pense que le travail doit vous mener vers votre créativité et votre liberté. Et donc, je peux vous garantir qu'on va travailler à ça. Je ne peux rien vous garantir que je vais réussir votre mariage ou réussir votre divorce. C'est vous qui allez prendre en main cette affaire-là. Mais on va construire cette évidence où le doute n'est plus installé. Quand tu dis on se réveille un matin, on se dit c'est une évidence. Est-ce qu'on pourrait peut-être nuancer ce que tu dis en disant c'est pas tellement qu'on se le dit, c'est que le corps nous le dit que c'est une évidence. Alors, tu as tout à fait raison. Le corps, on pourrait, tout à l'heure, je disais, il y a un compositeur. Et le compositeur, c'est le corps sujet. Et la parole, c'est l'interprète. Hein. De fait, on dit, voilà, c'est évident. Mais tous nos sens nous le disent, tous nos sens. Hein. Et ça, tu fais bien d'évoquer cette question parce que ça évoque la question du corps dans la psychanalyse et de la prise en charge et la prise en compte du corps dans la psychanalyse qui est très importante. Quand même, qu'on puisse s'attarder 2 minutes, même si c'est pas forcément en apparence un sujet qui t'intéresse le plus, mais moi, je voudrais savoir ce qui se passe entre le moment où cette évidence t'apparaît à la fin de ton analyse et le moment où tu vas ouvrir ton cabinet. Comment on continue à devenir analyste entre le moment où on a pris la décision et le moment où on va ouvrir son cabinet? Qu'est-ce qui se passe? On fait des études, on va écouter d'autres, on lit, enfin bref. Tu peux nous dire quelque chose un peu de ce qui se passe pendant ces années-là? Et combien de temps elles ont duré pour toi? Donc, la question des lectures, la question de s'intéresser à la théorie, parce que là, la lecture, c'est de la théorie, même si la théorie s'appuie sur la pratique et la clinique exposée par les uns et par les autres. Ça m'avait pris déjà beaucoup avant. J'étais déjà baigné quand même grâce à des études de philosophie que j'avais reprises. Et donc, Lacan, Freud faisaient partie de mes intérêts et de mes lectures. Bon. Mais tu as raison, ce désir-là, même s'il est affirmé par cette deuxième psychanalyse, il doit être étoffé, il doit être structuré par un tas de situations d'apprentissage que sont les lectures, la participation au colloque, le travail sur les textes, pas seulement la lecture, travailler sur des textes. Bon. Mais tout ça ne prend sa fécondité qu'à partir du moment qu'on est dans une pratique. Et d'ailleurs, j'ai cette expérience de la lecture de Freud, comme tous les analystes. Bon, mais on lit Freud. Moi, j'ai lu Freud parce que j'étais un peu passionné de philosophie et donc de psychanalyse. Donc, j'ai lu Freud à 20 ans. Quand je l'ai relu à 30 ans, quand j'ai repris mes études de philosophie. Mais je l'ai relu à 40 ans quand j'ai commencé à préparer le fait de devenir analyste. Et je l'ai relu et je le relis sans cesse à partir de ma pratique. Et c'est une autre lecture. Quand on lit Freud à partir de sa clinique d'analyste ou qu'on lit Freud sur un mode, je dirais, de lecteur et de théorie, c'est pas du tout la même fécondité. Donc, je vais reprendre quand même cette phrase de Lacan qu'on va commenter rapidement ensemble, mais il dit pour devenir analyste, on s'autorise de soi-même et de quelques autres. Le quelques autres, c'est ce que tu viens de dire. Quelques autres, c'est des collègues, quelques autres, c'est les lectures, quelques autres, c'est les enseignements, mais on ne peut pas s'autoriser tout seul. Mais par contre, le starter de notre désir, ça ne peut être que nous. Mais on doit l'étoffer, on doit l'arrimer à du collectif. Et c'est le rapport entre le sujet désirant et le collectif validant qui produit la possibilité de s'installer dans cette place, qui nous fait douter tout le temps. La question de la légitimité, et plus le temps passe, les choses ne s'arrangent pas trop, même si on prend de l'expérience, même si on se patine un peu. Freud disait, et Lacan également, à chaque patient, on réinvente quelque chose de la psychanalyse singulièrement pour nous-mêmes. Chaque patient doute de, évidemment, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Enfin, évidemment, il y a quelque chose qui est de façon permanente au travail. Et d'ailleurs, je crois que c'est Jean-Pierre Winter, un psychanalyste tout à fait passionnant, qui disait que
devenir psychanalyste, c'était rentrer définitivement dans l'intranquillité. Hein, et je trouve que c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on n'est quand même plus jamais tranquille. Voilà. Quand tu t'es définitivement autorisé à le devenir, tu l'as dit toi-même tout de suite, on ne s'autorise pas tout seul. Donc il y a un moment où toi, tu penses que c'est possible, et c'est accrédité par d'autres. Comment ça se passe? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui te dit à ce moment-là, plusieurs qui te disent tu es prêt à le faire. Comment ça se passe? Ou c'est toi-même qui décides que tu es prêt à le faire? Alors moi, j'ai décidé que j'étais prêt à le faire. J'ai décidé que j'allais essayer. Et j'ai décidé que comme mon analyste m'en disait rien, j'allais lui en parler et que s'il n'en disait rien, qu'il dit rien consent. C'est-à-dire que j'ai pas attendu qu'ils me disent foncez. Moi, je le dis maintenant avec un petit peu d'expérience, à tort ou à raison, j'ai invité, j'ai encouragé des jeunes analysantes à devenir analystes parce que je sentais, à tort ou à raison, que c'était vraiment quelque chose pour lequel elles avaient vraiment une aspérité, ça leur allait complètement dans leur façon d'être au monde que de prendre cette place-là. Et je me suis autorisé à les encourager. Dolto a raconté elle-même comment elle avait été encouragée d'une façon presque véhémente par son analyste. Elle ne voulait pas être psychanalyste, hein. Vous savez, elle voulait être médecin d'éducation. Bon, lui, il l'a engagé, il s'est autorisé à ça. Moi, je me suis autorisé à ça, et je m'autorise à ça avec quelques-uns de mes patients et patientes que je sens dans cette veine-là. Et moi, j'avais un analyste assez silencieux, et j'avais quand même le droit à mes 3 mots par an, et donc fallait pas que j'attende le 4e mot, donc je lui ai raconté tout ça, et j'ai interprété à mon tour ces silences cordiaux comme un assentiment, et que si j'avais été totalement inconséquent, je crois qu'il aurait eu bien sûr l'éthique de me le dire. Je disais dans mon introduction que la psychanalyse était particulièrement maltraitée aujourd'hui par les institutions. Mais dans ce que tu viens de dire, est-ce qu'on ne touche pas là à un des points de fragilité de la psychanalyse au sens institutionnel, où personne ne vient accréditer de façon officielle le fait que quelqu'un peut devenir analyste parce qu'il en a le bagage, parce qu'il en a les diplômes? Il n'y a pas de diplôme pour devenir analyste. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Alors, je vais te répondre que tu es un petit peu en retard sur un certain nombre de décisions et un certain nombre de lois dans le cadre de la réforme du statut du psychothérapeute, de la psychothérapie, je m'excuse. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont délégué aux associations psychanalytiques de référence, en général nationales mais parisiennes, ont délégué la formation et la validation d'un sujet désirant devenir psychanalyste. Autrement dit, le grand changement, c'est qu'on ne peut plus s'autoriser et se positionner comme psychanalyste dans la cité par soi-même seulement, ce qui a été fait pendant longtemps et qui se fera encore parfois, mais là, de façon, à mon avis, délinquante en quelque sorte. Aujourd'hui, ce sont les associations psychanalytiques qui valident le parcours de quelqu'un, et donc on a à rendre compte à son association où on passe un certain nombre d'étapes de formation, et on fait valoir son parcours, d'analysant, on fait valoir son parcours d'enseigner, c'est-à-dire en quoi on a travaillé sur les textes, en quoi on a participé à des séminaires, et on est convoqué par un jury. Le jury de cette association. Donc, selon les associations, les modalités sont très différentes, mais moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour dire que ça, c'est un point fondamental de l'histoire qui date à peine une vingtaine d'années, que maintenant, et moi, c'est pour ça que du premier jour, en 1994, bien avant que tout ça soit décidé sur ma porte et sur ma plaque, je suis inscrit comme psychanalyste, membre d'Espace Analytique, c'est-à-dire je ne sors pas de nulle part, et ça je l'ai mis sur ma plaque au premier jour. Et bien maintenant nous y sommes tous tenus de venir de quelque part qui nous a validés, c'est-à-dire le quelques autres est tout à fait institué. Et c'est
quelque chose qui, j'espère, va être maintenu et qui ne sera pas remis en cause. Donc, nous ne sommes plus dans la situation où les psychanalystes étaient des électrons libres, hein. Ils sont maintenant encadrés, soutenus, accompagnés par des institutions à qui on a délégué cette possibilité. Sans doute, la deuxième rendez-vous qu'on aura viendra plus fouiller, explorer un peu ton travail de praticien, comment tu es analyste, qu'est-ce que c'est qu'être un bon analyste pour toi? Mais puisqu'on était sur le devenir analyste pour ce premier rendez-vous, je voudrais un peu boucler un peu cette affaire autour de cette question. Est-ce que on a beau ouvrir un cabinet, on est donc devenu analyste puisqu'on a ouvert un cabinet, et je ne doute pas que tu vas réfuter ce que je viens de dire, mais pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a jamais fini de devenir analyste et que il faut des années et des années et des années de pratique pour être analyste? Eh bien, c'est une question passionnante et complexe dont je vais dire, comme ça m'arrive assez souvent, une chose et son contraire. Il est évident que je ne suis pas tout à fait le même analyste qu'en 1994. Je pourrais dire de façon assez immédiate, heureusement. Bon. C'est-à-dire que l'expérience de la clinique analytique, mais l'expérience aussi des séminaires, l'expérience théorique dans laquelle on baigne, nous étoffe en tant qu'analyste. Bon. Mais, comme tu le sais, l'analyse, c'est pas la position de l'analyse, c'est pas une position théorique, c'est une position clinique. Et ça pose ta question, une autre question qui est de comment la connaissance, le savoir, donc la théorie, de plus en plus élaborée, participe à notre ouverture ou risque notre verrouillage. Dolto disait, et je crois sans coquetterie, hein, c'était pas du tout son style, elle se demandait à la fin de sa vie si elle n'était pas meilleure analyste à 30 ans, maintenant qu'elle était encombrée de tout ce qu'elle savait. Ce serait presque... Ça me fait penser à un Rimbaud. Presque un parallèle entre la poésie et les fulgurances poétiques qui peuvent être celles du premier jet, des premières œuvres, et qu'on peut très bien soit répéter toute sa vie ou ne jamais retrouver. Voilà, juste ça ouvre un peu sur les articulations entre la poésie et la psychanalyse. Je ne sais pas si tu as un mot à nous dire de ça. Ben, je trouve qu'il y a beaucoup de liens. D'ailleurs, Dolto, entre deux séances, marchait dans son quartier en récitant des alexandrins, parce qu'elle trouvait que ça scandait quelque chose de sa vie psychique et que ça l'a reposée et ça l'apaisait. Mais le rapport avec Rimbaud, il est immédiat, hein, parce que si la psychanalyse, tu l'as rappelé tout à l'heure, a été inventée par Freud, Freud, il a inventé la psychanalyse, il n'a pas inventé l'inconscient, il l'a découvert. Mais je crois qu'un garçon comme Rimbaud a eu cette intuition de l'inconscient de façon absolument fulgurante. Quand il écrit « Je est un autre », bon, je crois que d'une certaine façon, tout est dit. Donc, je crois qu'il faut qu'on crée les conditions d'un métissage entre le travail qui est nécessaire, l'expérience, et le maintien d'une ouverture psychique, le maintien d'une ouverture qui garantit la créativité, qui garantit la fluidité, et qui garantit aux patients qu'il s'adresse non pas à un maître, mais quelqu'un qui, comme lui, est en train de chercher, en train de s'ouvrir à ce qui est en train d'être dit, et non pas quelqu'un qui est un expert, à qui on va balancer et qui va faire quelque chose de ce qu'on va dire. Donc je crois qu'il faut trouver cet espace presque transitionnel entre le savoir-faire et le savoir-être. Voilà. Si on peut maintenir un équilibre entre le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-être tout seul, ça ne suffit pas. Mais s'il y a trop de savoir-faire, on parasite le savoir-être, ou l'être tout simplement. On approche de la fin de ce premier entretien, alors j'aimerais revenir sur la question de l'évidence, que tu as évoquée tout à l'heure comme une sorte de finalité de l'analyse. Et je voudrais articuler cette notion avec la question de l'écoute de l'analyste, comme pratique pour aller vers cette évidence. Pour dire autrement la question d'offrir à l'autre une évidence, je rappellerai ce que Freud disait quand, au début de son trouvaille, on lui demandait alors c'est quoi votre affaire? Et Freud répondait j'enrichis les gens de ce qu'ils portent en eux.
Je pense qu'on ne peut pas dire mieux les choses, évidemment, après Freud, mais cette phrase est particulièrement cinglante et particulièrement, je dirais, pertinente. Donc, on fait ce pari, on a cette croyance et on a ce credo éthique que les gens regorgent de vitalité, regorgent de créativité, regorgent d'énergie et qu'elles sont barrées pour des raisons qu'on a évoquées rapidement tout à l'heure. Et donc, on se rend compte que ce qu'on a vécu, nous, c'est levé d'empêchement. On peut les faire bénéficier à d'autres. Bon. Mais l'écoute... Alors, je pense que pourquoi Freud et bien d'autres parlent de la souffrance, c'est que la souffrance, elle donne de la profondeur. C'est-à-dire qu'on va au fond, on y est emmené par notre souffrance. C'est-à-dire qu'on va dans quelque chose qui est de notre infantile, on va vers quelque chose qui est de notre archaïque, c'est-à-dire qu'on va traverser plusieurs épaisseurs. C'est ça qui étoffe et cisèle la qualité d'écoute. Cependant, comme on a parlé de Rimbaud tout à l'heure, je pense immanquablement que certains sont doués d'une extraordinaire capacité d'écoute sans avoir tout à fait souffert. On peut tout à fait faire cette hypothèse-là. Hein. Je pense que... sinon, on dirait, en quelque sorte, il faut tous qu'on fasse une analyse. Pas du tout. Quand on fait une analyse pour lever tout ça, il se trouve que, d'un point de vue éducationnel et familial, il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire une analyse, il y a des gens qui ne sont pas verrouillés, et c'est tant mieux. Ils ont l'immédiateté de leur créativité et ils n'ont pas besoin d'avoir recours à la psychanalyse. C'est pas au-delà de la psychanalyse, il y a point de salut. J'ai envie de dire, c'est parce qu'on a souffert et que la psychanalyse nous a sortis de ça. Enfin, on pense que c'est la psychanalyse, parce qu'on fait bien d'autres choses dans sa vie que d'être en psychanalyse. Et d'ailleurs, là, il y aura une discussion importante à avoir sur comment évaluer en quoi c'est la psychanalyse dans les mouvements d'un sujet vers aller mieux, en quoi c'est la psychanalyse qui est la seule responsable de l'affaire. C'est une question complexe, difficile, qu'on pourrait reprendre. Mais je crois qu'immanquablement, j'allais dire, c'est un très pas joli mot, mais statistiquement, il y a bien sûr des gens qui n'ont pas eu recours à la psychanalyse, mais qui ont une capacité d'écoute pour des raisons d'éducation, pour des raisons de bain sociétal dans lequel ils ont trempé, qui les ont rendus poreux, disponibles. Et voilà, bon. Moi, j'ai envie de dire... c'est une tautologie, mais ce que je dis là de mon parcours, c'est parce que c'est mon parcours. Mais il y en a sûrement bien d'autres. Une dernière anecdote. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans les lieux d'accueil avec des collègues et sur, évidemment, accueillir les enfants et les parents. On en parlera à un autre moment. Bon, j'ai croisé ce travail-là avec un nombre très important de collègues. La collègue que j'ai trouvée la plus pertinente, la plus accueillante, la plus fine, la plus subtile, n'avait jamais fait de psychanalyse. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. C'est marrant, tout à l'heure, tu as dit là tout de suite, tout le monde n'a pas besoin de faire une psychanalyse. Mais je me souviens d'une phrase, mais il y a très longtemps que tu m'avais dit ça, mais peut-être c'était par étourderie, mais tu m'avais dit on devrait faire une psychanalyse surtout quand on va bien. Alors, je ne me rappelle pas de cette étourderie. Alors, qu'est-ce que je pourrais en dire maintenant si j'ai dit ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, moi, je peux te dire ce que j'avais entendu. Ouais. C'était Ça va être bien mieux. C'était parce que d'inciter quelqu'un qui va bien à faire une psychanalyse va lui permettre de vraiment déployer tout son potentiel. Ouais. Alors, si je l'ai dit comme ça, je pense que c'est une erreur parce que je crois vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce travail de la psychanalyse, il faut y ait de convoquer une urgence pour qu'on ait cette énergie, cet investissement. Bon, par contre, il est bien évident que quand on refait des tranches, notamment sur la question de devenir psychanalyste, on va pas mal du tout. Moi, j'allais très, très bien. Et évidemment, c'était très précieux. Bon. Mais ta question me fait rebondir sur une remarque de patient récente qui me disait moi, je viendrais bien toute ma vie. Hein. Je lui dis, écoutez, moi, c'est toujours plaisant de vous accueillir, mais vous avez peut-être autre chose à faire que de venir me voir toute votre vie. Mais je comprenais bien ce qu'il voulait dire, c'est qu'il passait un moment
grâce à lui, parce que c'est lui qui travaillait, c'est lui qui élaborait, même s'il se sentait en amitié, en quelque sorte, parce que parfois il se passe des choses comme ça quand même dans le transfert, hein, quand on a passé quelques années, 10, 12, 13, 14 ans avec quelqu'un, on a entendu les enfants naître, on a entendu les enfants grandir, on a partagé quelque chose, on peut tout à fait comprendre que des gens aient envie de poursuivre ça, même si tout va bien, mais je crois qu'il faut qu'ils inventent d'autres protocoles de rencontre, et ils les inventent en général, et puis bon. Après, ça se pose, mais on en parlera peut-être une autre fois, c'est quel type de rencontre on peut avoir avec un patient dans l'après-coup d'une analyse. Bon. J'avais un collègue qui s'appelle Alain Vanier qui, face à cette question, avait répondu on peut devenir ami avec un patient si la dimension érotique du transfert a chuté. Bon, je trouve que c'est une belle échappée vers comment régler cette question. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. La prochaine fois, nous aborderons ce moment très particulier, sans doute déterminant, qui est la première séance.